Pascal, bonjour Clément, bienvenue au Musée des Tissus pour cette table ronde à 3 dans la Global Fashion Conference. La Fashion Conference de cette année s'articule autour de l'héritage de la mode passé, présent, futur. Pour vous, quand est-ce que naît la mode telle que nous la connaissons à l'heure actuelle ? Prochainement le musée d'Arles. Et effectivement, Arles est un cas un petit peu particulier qui peut permettre de rebondir sur cette période un peu emblématique de la naissance de la mode et de tout ce qui va, tout un système de mode. C'est le XVIIIe siècle et nous avons, dans ce cas très précis, à Arles, une sorte de micro-société autour de laquelle s'articulent entièrement tous les acteurs de la mode. Voilà. Donc, voilà. Moi, pour ma part, effectivement, si je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, pour ma part, ça serait plutôt au XVIIIe siècle que Arles fait naître un vrai système économique, etc., de la mode. Oui, alors il y a un très bel exemple, c'est le tableau de Raspail qu'on connaît, donc l'atelier de mode. Mais il y a aussi un autre événement qui se produit à Arles, c'est-à-dire que les femmes commencent à se montrer. Donc est-ce que pour vous, on peut situer le premier défilé de mode peut-être à Arles au XVIIIe siècle ? En tout cas, évidemment, on va s'enorgueillir ici de pouvoir le penser, ou en tout cas de l'observer, puisque les sources attestent d'une journée bien particulière, le premier dimanche qui suit le 15 août, qui, au motif d'une fête religieuse, évidemment, voit s'organiser un défilé, une sorte de une promenade, hein, précisément. Le nom de cet événement s'appelle la promenade aux Aliscamps. Et toutes les femmes d'Arles et les jeunes filles, et les jeunes hommes évidemment, se retrouvent pour montrer leurs nouvelles tenues qui sont fabriquées par certains ateliers. Là aussi, les sources attestent de la fabrication de certains vêtements à cette occasion. Des ateliers, dont notamment on parlait d'Antoine Raspail, l'atelier du Sauvage, donc qui est tenu par ses sœurs Catherine et Thérèse Raspail. Voilà. À quoi pensez-vous que cela tienne ? Comment se crée une mode dans un micro-territoire comme celui-là, enfin dans un territoire particulier ? Alors, les historiens arlésiens et là aussi les sources qui sont en notre possession nous montrent très tôt une volonté de se différencier des Arlésiennes. On parle des femmes, pas des hommes, puisque on voit des salons au XVIIe siècle, qui est l'âge d'or quand même, hein, de la vie arlésienne, qui se perpétue au XVIIIe siècle. Et là, on voit que la femme prend une place toute particulière. Et surtout, petit à petit, le vêtement va servir à gagner, on va dire, cette place dans la ville. Et on ne sait pas vraiment le comment du pourquoi, mais d'un coup va apparaître un vêtement unique, en tout cas, enfin une mode identifiable, pas un vêtement unique, dans lequel on va pouvoir comme ça décortiquer certains vêtements, dont la naissance du droulet, qui est un élément emblématique du costume arlésien au XVIIIe siècle, et qu'on ne trouve a priori nulle part ailleurs, même dans les villes toutes proches. Donc il y a le droulet et des types de coiffes, mais le droulet est le vêtement emblématique d'Arles qu'elles vont garder jusqu'au XIXe siècle en le faisant là aussi totalement évoluer. Ce qui est sûr, c'est que Arles, comme tu le dis, Esclarmonde est un microcosme, en fait, une sorte de micro-climat qui reflète très bien ce qui se passe à Paris, en tout cas, et sur l'ensemble du territoire français, qu'il y a de toutes les façons, une société qui est en pleine évolution, avec un niveau de vie qui s'améliore, notamment, et donc qui permet aussi l'acquisition de davantage de biens, dont les biens en étoffe et les vêtements réalisés dans les dites étoffes, ainsi que les accessoires. C'est un siècle, le XVIIIe siècle, et où je suis entièrement d'accord, c'est vrai que le XVIIIe siècle, c'est bien la naissance de la mode telle que nous la connaissons,
connaissons, avec des métiers qui s'organisent, des métiers qui émergent, et différents types de métiers qui vont se diriger vers quelque part cette nouvelle sphère économique. Je pense aux peintres, par exemple, dessinateurs, ceux qui ne vont pas pouvoir prétendre à l'académie et qui vont faire du dessin notamment pour le textile ou pour la presse de mode, les marchandes de mode, dont la fameuse Rose Bertin, la ministre des Modes de Marie-Antoinette. Bon, c'est le cliché, on a l'habitude de dire que c'est l'ancêtre du couturier ou du moderne, mais est-ce vraiment elle ou est-ce le peintre dessinateur? En tout cas, le débat est lancé. Mais de tous les côtés, de tous les côtés, il y a une fabrication, il y a des acteurs de la mode qui se multiplient, il y a une fabrication qui se met en place avec une mécanisation aussi progressive, que ce soit dans la fabrication de la laine, de la soie, la naissance des indiennes, de l'impression, des métiers qui se diversifient, l'apparition de la presse de mode et puis surtout une consommatrice de plus en plus, je dirais, effrénée, enfin qui prend vraiment le goût, qui est la femme, puisque le XVIIIe siècle, je crois qu'on est tous d'accord, c'est un siècle quand même très féminin, où les femmes ont un grand pouvoir, où elles sont de plus en plus représentées en peinture, que ce soit dans les portraits ou dans les scènes de genre, et où à la fois la femme, mais aussi le peintre, les deux vont jouer le rôle de la matière et des formes vestimentaires. Alors pour autant, les formes vestimentaires sont quand même stables. C'est ce que vous disiez, le drôlé, il évolue, mais il reste une forme particulièrement connue du costume arlésien. Donc les formes vestimentaires restent stables, mais du côté des matières textiles, il commence à y avoir un certain emballement, et du côté de la production d'une image de la mode, et là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement à Paris, on se promène aussi aux Tuileries. Donc en fait, là, il y a une conjonction de plusieurs acteurs, à la fois ceux qui produisent les tissus, donc on le voit bien à Lyon, où en fait les écoles, et dans plusieurs villes, où les écoles de dessin produisent des dessinateurs spécialisés, et les gens qui tissent après demandent aussi un renouvellement des motifs pour être en avance sur la concurrence. On le voit dans les indiennes, où par exemple quelqu'un comme Oberkampf va être un des premiers à produire plusieurs quantités d'échantillons à différents moments de l'année pour renouveler aussi la demande. Donc il y a vraiment tout ça qui se met en place au même moment, et des clients qui ont les moyens de renouveler aussi plus souvent leur garde-robe. Et alors on parlait des formes qui sont assez stables au cours du XVIIIe siècle. Est-ce que ces formes vont marquer jusqu'à nos jours, elles, la mode ? Est-ce qu'elles vont se transmettre ? Je pense que là, nous en sommes des bons exemples, parce que vous, à Arles, vous avez M. Christian Lacroix qui a magnifiquement su s'inspirer d'un héritage très, très fort. Et puis, toi-même, Esclarmonde, ici, avec une exposition Vivienne Westwood. Oui, alors... Nous, on le voit, on a aussi un exemple d'une robe de Christian Lacroix, et c'est là ce que je trouve intéressant, c'est que, et comme dans Vivienne Westwood, ça n'est pas de la citation servile, on réinterprète. Par exemple, dans la robe qu'on a, nous, au musée qu'on conserve de Christian Lacroix, le ruban d'Arlésienne, au lieu d'être sur la tête, s'est transformé en collier. Donc il y a en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas un héritage qui est complètement figé, il y a des modifications. Vivienne Westwood va s'inspirer de la robe à la française, donc dite Watteau, avec les plis dans le dos, on retrouve les peintres d'ailleurs, mais elle connaît sa construction, mais elle va en faire une version asymétrique, modifiée, qu'elle rend contemporaine. Donc est-ce que c'est quelque chose qu'on étudie vraiment maintenant, ou est-ce que c'est quelque chose qui est conscient au cours du temps, qu'on va retrouver au 19e, au 20e? Par exemple, à Arles, comment est-ce qu'elles font évoluer les formes? En plus de ça, Christian Lacroix, il va s'inspirer non seulement du XVIIIe siècle, mais comme le costume d'Arles, tel qu'on le connaît aujourd'hui, l'Arlésienne, celle que tout le monde a en tête, a déjà connu depuis le XVIIIe siècle, en gros, 7 périodes de changement radical dans l'allure et le costume qu'elle va porter. Alors, elle va suivre en fait très simplement tous les mouvements de mode de Paris, ou en tout cas du pays, et même plus largement que ça. Elle va profiter aussi et être parfaitement en temps sur toutes les nouveautés textiles. Elle ne va lésigner sur rien.
Elle va vouloir évidemment les dernières impressions d'Oberkampf quand il faut. Elle va vouloir les impressions d'Alsace, voilà, parce que le côté peut-être mécanique, plus complexe encore au milieu du 19e siècle vont les intéresser aussi. Les soirées lyonnaises, enfin, et donc elles vont changer comme ça à chaque fois par ces modes. Et Christian Lacroix, lui, il fait rarement une interprétation typiquement 18e du costume. Il va lui, idéaliser son arlésienne en prenant un peu ce qu'il y a de mieux dans chacune de ces périodes du costume. Et en fait, dans cette période précédente, est-ce qu'elle-même refaisait des emprunts au passé ou est-ce que c'était moins fréquent? Non, c'était fréquent, très fréquent, parce que par exemple, au moment de la Restauration, c'est le moment où elles ressortent les bijoux du XVIIIe siècle. Elles vont reprendre des codes de l'Ancien Régime. Il y a toute une partie, la Provence est quand même en partie royaliste, légitimiste, donc on va ressortir et on va afficher à nouveau son attachement à l'Ancien Régime. On va le retrouver vers 1870. Vers 1870, la mode a totalement changé. Les Arlésiennes ont une allure vraiment de dames sortant des nouvelles galeries, et pourtant elles vont reporter à nouveau des bijoux, elles vont refaire faire des bijoux dans le goût du XVIIIe siècle, donc elles vont se faire broder des fleurs de lys pour certaines, enfin, et on va suivre comme ça les courants politiques, les idées politiques de la famille apparaître sur le costume. Donc on a ces allers-retours comme ça dans les périodes, et aujourd'hui dans la partie, on va dire, folklorique, parce que le terme est le bon dans le vrai sens, dans son sens juste. On a encore des allers-retours sur toutes les périodes de ce costume-là, où on va aller chercher le plus bel accessoire, le meilleur objet, et on va le transformer, le moderniser et le mettre au goût du jour. C'est un siècle, c'est vrai que c'est un siècle fondateur, parce que c'est un siècle qui est héritier de toute une tradition d'un corps artificiel, et donc où le corps, en tout cas le corps féminin, mais les hommes, les enfants, les petits garçons portent aussi des corps à baleine. Donc il y a vraiment un corps, l'idée, enfin, pendant la plupart du XVIIIe siècle, les femmes ont un corps qui est modifié artificiellement par des dessous, mais en même temps, c'est le siècle de la libération, et c'est celui où, à la fin du siècle, il n'y a plus que des petits corsets à peine balénés, des robes d'un seul tenant, alors qu'avant, on a des robes qui s'enfilent par les bras, qui sont assez contraignantes, qu'il faut quand même lasser dans le dos, etc. Et donc, on passe du grand panier et du grand corps, et d'un corps complètement, d'une vision du corps qui n'est absolument pas naturelle au début du siècle, à un corps complètement naturel à la fin du siècle. Donc finalement, le XVIIIe est fondateur de ces deux façons de voir le corps féminin, au moins, à la fois le corps artificiel qui va ressurgir régulièrement, alors sous le Second Empire avec les crinolines, le corset qui va faire le bonheur ensuite de Christian Dior avec le New Look. Donc à la fois cette vision d'un corps artificiel, et puis cette vision d'un corps libéré, où et qui va durer, donc ces robes d'un seul tenant, ce corps libéré va être plus ou moins celui qui va perdurer jusque dans les années 1820, 1830, et puis ensuite il va ressurgir avec Paul Poiret, 1910, et puis ensuite, finalement, on en est un petit peu les héritiers, non pas qu'on soit tous en robe à la grecque quand on porte un jogging et un sweatshirt, mais d'une certaine façon, c'est le corps libéré qui l'a emporté, avec également une éclosion de matière qui permet ce corps libre. Néanmoins, dans la couture, je ne sais pas si on peut parler vraiment de corps libéré. On voit qu'il y a encore, en haute couture, il y a encore des robes qui sont baleinées à l'intérieur, qui créent un corps qui a d'apparence naturelle, mais qui est en fait un corps artificiel. Et puis sinon, il y a quand même des codes très, très importants sur le corps féminin qui ne sont pas forcément des codes qui laissent s'épanouir un corps au naturel. Donc oui, effectivement, le XVIIIe siècle permet toute cette... il est quelque part fondateur, parce que c'est le siècle de tous les possibles. Mais pareil pour les plis dans le dos, en fait, la double série de plis creux de la robe à la française
est une résurgence, réapparaît constamment. On la voit dans les fameuses tea gowns de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, cette robe que les dames qui reçoivent portent, qui leur permet d'être à la fois très chic mais en même temps à l'aise. Et dans ces tea gowns, il y en a, on voit dans la presse et puis on en connaît également des exemples dans les collections. Nous, on en a une très belle au Palais Galliera, par exemple. Elles ont très souvent cette double série de plis creux dans le dos. Et d'ailleurs, c'est à cette période-là que l'on commence à parler de plis dits Watteau, en particulier dans la presse. On n'a jamais parlé de plis Watteau au XVIIIe siècle, mais à la fin du XIXe siècle, les chroniqueurs, en référence à Watteau, où l'on voit ce type de robe, vont appeler des tea gowns, la tea gown avec des plis Watteau, etc. Donc ces plis, et je crois qu'on les retrouve aussi, on les retrouve pour sûr chez Vivienne Westwood, on les retrouve souvent en fait, ces plis. Alors, dans le cadre de cette conférence et puis dans les interrogations qui reviennent régulièrement de nos jours, on remet en cause la fast fashion et puis l'impact très polluant de la mode contemporaine. Est-ce que vous pensez que les modes des siècles passés ou du XVIIIe siècle ont des choses à nous apprendre pour améliorer en fait l'impact de la mode actuelle sur notre planète? Alors, je vais parler encore une fois de mon univers et celui de la ville d'Arles. Pour le coup, le système de consommation n'était pas aussi proche de celui que l'on vit actuellement, mais on a des chroniques de mode qui nous permettent de voir que des jeunes filles rentraient vraiment en concurrence et consommaient réellement énormément de mode pour ces moments de présentation. Et quand on regarde les inventaires après décès, une femme de boulanger à Arles peut avoir 105 jupons de dessus. Et autant de fichus, etc., etc. Alors je ne sais pas si l'Arlésienne peut vraiment nous aider sur ce système de consommation, je ne suis pas certain, et quand on le reporte, on va dire, aujourd'hui, le costume d'Arles étant extrêmement porté presque tous les week-ends, il y a toujours des occasions pour que les jeunes femmes ou que les femmes du pays d'Arles portent à nouveau le costume, eh bien elles sont à nouveau dans une course un peu effrénée de consommation où elles vont chercher des soies qui viennent d'Asie, etc., etc. Enfin, des tissus imprimés qui arrivent des États-Unis. Enfin, donc, en tout cas, dans cet exemple-là, je pense que nous ne sommes pas au bon curseur. Par contre, c'est vrai qu'il y a toute la partie seconde main, alors qui, nous, en tant qu'institution muséale, nous fait parfois un peu crier, puisqu'on voit dans les rues porter tous les week-ends des pièces qu'on adorerait protéger et mettre à l'abri dans les musées. Donc c'est une espèce de discours un peu ambivalent autour de cette région. Après, au XVIIIe siècle, c'est vrai que, alors, où je vous rejoins complètement, c'est sur l'aspect fashionista, et voilà, si on prend l'exemple de Madame du Barry, dont on a gardé un manuscrit, la Bibliothèque nationale de France a un manuscrit où l'on voit ses achats sur toute une période. Les achats de Madame du Barry sont absolument faramineux, et c'est par dizaines et par dizaines, comme les Arlésiennes, qu'elle dépense et qu'elle va acheter, y compris des gilets pour Louis XV d'ailleurs. Elle est extrêmement généreuse, elle achète autant pour elle que pour le roi, donc voilà, peut-être d'ailleurs avec les sous du roi, enfin je ne sais pas, bon, bref. Mais en attendant, par contre, ce qui est intéressant au XVIIIe siècle, c'est que ce sont les tissus qui font la mode, et que ces tissus sont extrêmement chers dans la dépense d'une demeure aristocratique. Les tissus, l'achat des textiles pour les vêtements peut tout à fait concurrencer un tableau de peintre. En fait, un tableau de Watteau, par exemple, on voit que les Marini, à une période, vont dépenser plus pour leur consommation vestimentaire. Ils vont dépenser des milliers de livres
Alors que Watteau est plus tellement à la mode dans les années 70, mais si j'ai bien compris, parce que je ne suis pas spécialiste de peinture, mais je crois que voilà, il s'essouffle un petit peu dans les années 70. Mais en attendant, un tableau de Watteau, ça coûte 400-400 livres, c'est rien. Alors qu'un habit, un grand habit de cour, c'est entre 1000 et 1500 livres. Donc le vêtement coûte plus cher que le tableau, et la seule dépense qui est l'équivalent ou qui va dominer la dépense vestimentaire, mais particulièrement de textile, et donc pas que la textile du vêtement, mais aussi la dentelle, etc., c'est l'architecture ou les écuries, par exemple. Mais bon, là, sinon, c'est ça. Mais par ailleurs, ces tissus-là seront conservés. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même au XVIIIe siècle déjà l'idée de réutiliser les textiles chers. Alors peut-être pas dans l'extrême aristocratie, et encore Marie-Antoinette se fait regarnir pas mal de corps à baleines, etc. Mais il y a l'idée de transformer une robe de la première moitié du siècle en silhouette de la seconde moitié du siècle, etc. Donc il y a vraiment, quand on se fait, par exemple, on voit que il y a des lettres d'américaines françaises aux États-Unis qui vont envoyer leurs robes pour être nettoyées en France. Et donc pour les nettoyer, il faut démonter ces robes, et elles demandent que les robes soient remontées suivant la forme à la mode. Donc il y a cette idée quand même déjà de réutilisation. Et après, du côté de la fabrication, on est quand même dans des matières naturelles, dans le début des matières chimiques pour les tout débuts, pour en particulier pour faciliter l'impression textile en particulier. Mais en fait, on est quand même dans des matières naturelles, c'est de la soie, c'est du lin, c'est de la laine, c'est du coton. Les colorants sont naturels, voilà, et c'est vraiment, ce sont des choses, comme on le disait tout à l'heure, et exclamant dans la discussion, si finalement on laisse une robe du XVIIIe siècle dans un bois, elle va se décomposer et elle ne va pas polluer la planète, au final, quand même. Mais il y a on goûte, le beau tissu a une vraie valeur, comme le beau bijou ou un bel hôtel, alors que maintenant le tissu n'a aucune valeur. Et donc, quand on voit les inventaires après décès, déjà, c'est assez hallucinant. Enfin, les clercs qui font les inventaires après décès, ils parlent d'un lampa, d'un taffetas, d'un damas, d'un velours. Enfin, ils ont tous les termes techniques. C'est vrai que d'une certaine façon, maintenant, dans certain nombre de boutiques, lorsque l'on demande en quelle matière est fait le tissu, on nous répond que c'est du sergé, ce qui déjà est la façon dont le tissu est tissé, et c'est pas la matière. Et si on dit, mais alors ça, c'est un tissu résistant, on nous répond, ben oui, c'est de la soie ou c'est du coton, ou bon voilà. Et ne parlons pas de toutes les matières chimiques où généralement le consommateur est quand même perdu entre l'acrylique, l'élastane, la microfibre, etc. Mais c'est vrai qu'il y a, et puis il y a aussi je me rappelle presque une vieille dame que quand même nous à l'école nous apprenions à coudre, et maintenant tout cet apprentissage genré d'une certaine façon, mais où on apprend à la petite fille à coudre, mais du coup en même temps on lui apprend aussi à reconnaître les tissus, elle comprend ce que c'est que coudre un bouton, enfin on comprend ce que c'est que tout ce travail qui prend du temps et qui normalement a du prix, et c'est ce qui peut-être n'est pas encore perdu dans certaines civilisations orientales, en particulier le Japon, l'Inde, où il y a encore vraiment le goût de la belle matière, colorante, du temps qu'on peut passer pour avoir un bel indigo, et du coup du prix, même du prix humain, le prix de la matière, mais le prix du temps humain qui est investi. Il y a la période où les ateliers travaillent, mais il y a toujours eu évidemment la couture à la maison, et les femmes ont toujours fait leurs propres vêtements. On voit d'ailleurs nettement, on peut voir la différence entre une pièce réalisée en atelier et une pièce réalisée à la maison. Mais ça, nous n'avons pas ce cursus-là. Par contre, je pense, et je suis assez d'accord, le textile était au cœur de la vie, en fait. Et donc, cette notion de respect, ou en tout cas de conscience de ce qu'était le textile, faisait que on pouvait justement remployer jusqu'au bout, user jusqu'à la trame, vraiment tous ces textiles-là. Et la période du Second Empire, qui a donné tant d'ampleur aux jupes, par exemple, des Arlésiennes, a permis
20 ans plus tard, d'avoir des ensembles composés dans ces tissus-là, puisque voilà. Donc on savait on avait acheté une très belle soirée lyonnaise. Eh bien, ce n'était pas de mauvais goût ou quoi que ce soit que de la remployer et de faire ensuite un ensemble qui avait une forme totalement différente. La jupe avait besoin de moins d'ampleur, on faisait un fichu assorti puisque c'était la mode, etc., etc. Donc oui, c'est cette notion. La notion du temps qui est passé, dans la préciosité de la matière aussi, parce que les matières sont rares. Malgré tout, la soie, la soie, c'est une matière qui est... Bon, maintenant, on a l'impression qu'on trouve de la soie comme ça facilement, mais non. En fait, toutes ces matières viennent d'animaux, viennent de plantes, qui ont elles aussi une finitude, en fait. Hein. Donc, une mauvaise année, pas de verre à soie, la soie devient très précieuse. Donc, il y a la notion aussi de rareté, je pense, la notion oui, un plaisir esthétique, du temps humain passé, la notion de rareté, un côté plus naturel. Parce que si on commence à imaginer qu'avant le beau pull de laine, eh bien, il y a quand même une chèvre quelque part en Mongolie et que cette chèvre, elle aussi, voilà, on commence à voir les choses différemment. Donc peut-être que ce qui manque aussi dans toute cette fast fashion, c'est le récit. C'est le récit de tout ce que cela coûte, en fait, à la fois en vie humaine, en vie animale, en énergie, en temps passé, et qui fait que du coup, d'une certaine façon, c'est vrai qu'on se sent un petit peu unique. C'est vrai quand on a un produit dont on comprend le travail que cela donne, c'est comme quand on a une belle peinture, si on s'offre un beau meuble ou une belle peinture, dont on comprend vraiment que c'est une belle pièce parce qu'il y a eu tout cela investi. Lorsqu'on a un beau vêtement comme ça, on n'a pas envie de s'en séparer, parce qu'après on vient l'habiter, on y ajoute sa propre valeur ajoutée. Si je peux dire, il y a beaucoup d'ajouts dans cette histoire, mais c'est vrai que c'est ça aussi la mode, c'est une série de superpositions et de choses qui se surajoutent, et c'est important de comprendre qu'au bout du compte, on a un produit effectivement très chargé de tous les côtés, en économie, en esthétique, en affect. Bon, c'est un produit dense, le produit de mode. Et alors donc si nos métiers qui consistent en fait à conserver le plus longtemps possible et à présenter au public des habits et des textiles anciens avaient une utilité, ça pourrait être celle-là, c'est vraiment de transmettre en fait cette histoire et ces valeurs ajoutées différentes à la fois techniques, humaines, de représentation. Est-ce que toutes ces collections peuvent pour vous servir à autre chose? Alors ma question est un peu orientée parce que je sais que Clément travaille aussi avec la maison Fragonard et que Fragonard, pour moi, a une utilisation intelligente de ces collections que les propriétaires amassent d'objets anciens. Donc ça, est-ce que... Oui, c'est vrai que quand on fait l'acquisition d'une robe imprimée ou d'un objet, se pose tout de suite la question du double emploi, justement, et donc de valoriser, par exemple, le motif imprimé au XVIIIe siècle sur une robe ou sur une jupe ou sur un fichu, de se dire, voilà, comment est-ce qu'on va prendre ce tissu, ce motif et on va faire raconter à nouveau une histoire, on va à nouveau le faire vivre et créer un autre objet qui va à nouveau créer un désir, etc. etc. Et à la fois, c'est parce qu'il y a le goût de la pièce que l'on veut absolument conserver, protéger et partager. Donc c'est vrai qu'il y a cette double lecture dans notre mode d'acquisition. Et puis parfois il y a des pièces où farouchement je dis non, ça c'est pour le musée et ça reste pour le musée, c'est une pièce unique. Voilà, nous n'avons pas d'équivalent dans les autres musées, on doit la garder telle qu'elle et on ne peut pas dériver le produit, on ne peut pas le repenser et il faut d'abord raconter son histoire et puis elle est unique et c'est celle-ci. Parce qu'en fait, ici, donc, on est au musée des tissus et l'histoire de ce musée, c'était vraiment ça. C'était de se dire, on assemble des collections pour servir de source d'inspiration et redonner un élan à la soirée lyonnaise en donnant notamment aux dessinateurs, aux gens qui vont concevoir de nouveaux tissus, toute une source d'inspiration qui va à travers tous les âges et à travers le monde entier.
Donc vraiment, nous, on existe, ce musée, pour ça, et pour se dire qu'aucun créateur ne crée à partir en fait de rien, mais doit se nourrir pour proposer des formes nouvelles. Le Palais Galliera, oui, tout à fait. Le Palais Galliera, le noyau premier des collections du Palais Galliera viennent de la Société de l'Histoire du Costume, fondée en 1907, avec une grande partie de peintres, en particulier de peintres dits néo-Pompadour, historicisants, etc. D'ailleurs, le fondateur s'appelle Maurice Leloir, et c'est un historien du costume, mais c'est également un peintre qui utilise les costumes de sa collection pour sa propre peinture. Et dès les débuts de la Société d'Histoire du Costume et dès les premières parutions, dès les premiers bulletins que la Société de l'Histoire du Costume fait paraître, il y a tout un discours sur les vertus pédagogiques d'un musée du costume, d'un musée de la mode, où on va à la fois montrer ce qui est conservé, reconstituer de façon à rendre quand même lisible ce qui n'est pas conservé. Et il y a une double idée qui est l'idée de présenter une histoire de la mode, mais également de présenter une histoire de la mode qui servira d'inspiration et qui sera formatrice des nouveaux couturiers, puisque par exemple on trouve Jacques Doucet qui est un sociétaire de la Société de l'Histoire du Costume. Il y a à la fois cette idée donc d'avoir une sorte de conservatoire des formes et des techniques anciennes, et l'idée, comme pour le musée des tissus de Lyon, mais aussi comme le musée Fragonard maintenant, que ce conservatoire serve absolument de réservoir de savoir pour la pratique du moment, la pratique contemporaine. Il y a une énorme, je le vois dans les cours que je donne, en fait, il y a une méconnaissance absolue du milieu textile, en fait. C'est-à-dire que quand l'étudiant commence à comprendre qu'avant son vêtement, il y a eu une bête ou il y a eu une plante ou des manipulations chimiques, quand il comprend que les fils, c'est 1 an et demi avant la conception des fils, la proposition des fils aux fabricants de tissus, et donc ensuite, entre le fil et le vêtement en boutique, il faut 1 an et demi, qu'il y a une multiplication de tâches, et que d'ailleurs, une multiplication de tâches totalement invisible, parce que quand on voit toutes ces tâches, la personne qui s'occupe des stocks, etc., on n'en parle jamais, mais il y a une multiplication de tâches invraisemblables dans les métiers de la fabrication de la mode. Mais au bout du compte, au bout d'un trimestre, on voit des étudiants qui viennent vous voir à la fin du cours et qui vous disent depuis que je suis les cours, je regarde toutes les étiquettes de mes vêtements, j'ai découvert que je porte beaucoup de matières chimiques, finalement je fais plus attention au prix. Ah, j'ai vu que cette petite robe, il y avait c'est une impression 5 couleurs, et bien du coup je comprends le prix. Enfin, tout ça, c'est une éducation qui s'est perdue, mais je dirais d'une certaine façon, tout comme on n'enseigne pas l'histoire de l'art à l'école, ni au collège ni au lycée, mais l'histoire de la mode, c'est l'histoire des arts décoratifs, et ça fait partie de l'histoire de l'art au sens large. Et ça fait partie aussi de l'histoire, et donc dans l'histoire, finalement, il n'y a pas que les pyramides et la butte médiévale, il y a aussi le textile, et il y a aussi les vêtements et l'histoire de toutes les personnes qui ont vécu toutes ces périodes habillées. On a un retour où on se remet à porter le costume, on se remet à porter... on affiche des signes d'appartenance à un territoire. Et ça, on en fait le constat tous les jours. Justement, voilà, la mode est là, profitez-en, essayez de lui donner du sens. Et de s'amuser surtout. Et de s'amuser avec. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir... Amusons-nous. Amusons-nous, amusez-vous. On en a bien besoin dans Merci, ces temps actuels. Esclarmonde. Merci. Merci Esclarmonde, merci Clément.